Le site des menhirs, en fait, il a toujours été connu des habitants puisqu'il y a 3 menhirs qui sont restés debout depuis la préhistoire, mais on n'en connaissait pas son ampleur. Et à la fin des années 70, quand il y a eu des grandes sécheresses, il y a un incendie qui a brûlé les landes. Et à ce moment-là, l'ancien maire de Monteneuf s'est rendu compte de la quantité incroyable de pierres qui étaient présentes sur le site et qui n'étaient pas des affleurements rocheux. Donc pas quelque chose de naturel. Suite à ces découvertes exceptionnelles, il a été décidé des campagnes de fouilles qui ont eu lieu de 1989 à 1996 et qui ont permis de mettre à jour des traces, notamment sur la manutention des blocs. Et ça, c'était vraiment une première que l'on a pu découvrir sur le site. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'espaces de reconstitution ou d'animation ou de recherche qui continuent à être menés sur comment on fait pour fabriquer un menhir, depuis son extraction jusqu'à son dressage, en passant par son déplacement. Mais également, lors de ces campagnes de fouilles, on s'est rendu compte que le site était plus grand. Et du coup, des recherches archéologiques se sont poursuivies. Alors, pas directement suite aux campagnes de fouilles, mais il y a eu notamment, au moment de construction d'aménagement de valorisation, un diagnostic d'archéologie préventive qui a permis de voir qu'il y avait des blocs au sud du site, donc il y avait une extension plus grande que ce que l'on soupçonnait. Et puis surtout, on a repris, à partir des années 2010, des campagnes de prospection pour avoir une meilleure idée de l'organisation architecturale du site et de l'extension du site, dans le but de comprendre ce que sont ces pierres, mais également dans le but de pouvoir le protéger pour pouvoir le transmettre aux générations futures. En fait, cette volonté d'ouverture au public et de valorisation du site, elle remonte dès la fin des fouilles, où l'archéologue a choisi de restaurer à leur emplacement d'origine un certain nombre de pierres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines pierres sont redressées, ce qui nous permet de découvrir aujourd'hui 42 pierres dressées. Et ce site archéologique, il se trouve en fait dans son patrimoine naturel d'origine, puisqu'il est entouré d'un paysage de landes. Ces landes, elles sont également protégées au titre d'une réserve naturelle régionale. Donc on a aujourd'hui un site doublement protégé avec son patrimoine archéologique préservé dans son paysage d'origine. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir au public cet univers. Et on a choisi de pouvoir vraiment donner vie, pas à ces pierres, mais permettre d'imaginer la vie des hommes qui ont dressé ces pierres. Donc évidemment, comment ils ont fait pour dresser un menhir, par rapport à ce qu'on disait sur comment on fait sur les traces archéologiques qui ont été retrouvées sur le chantier mégalithique, mais aussi quels sont ces hommes qui vivaient à cette époque-là. Puisque le site, il a été dressé à la fin de la préhistoire, au néolithique. Donc c'était une période où on cesse d'être nomade, on devient sédentaire. Les hommes vont véritablement pouvoir vivre dans des maisons faites avec des murs en terre et des toits de chaume, car en fait, ils se sont mis à cultiver et à élever. Ils cultivent des céréales et ils élèvent des animaux, notamment des moutons. C'est ce qui va leur permettre de vivre toute l'année au même endroit et du coup de véritablement développer un mode de vie sédentaire. Le choix du coup est de vraiment permettre aux personnes d'imaginer ce qu'étaient ces hommes de la préhistoire en reproduisant leurs gestes et leur savoir-faire. En fait, l'idée c'est d'immerger le public. Donc on va pouvoir l'immerger à travers des activités de reconstitution de la préhistoire, apprendre à faire du feu ou de la poterie, mais également en éprouver le temps, pour vraiment avoir ce lien émotionnel. Et ce lien émotionnel, on va aussi le retrouver à travers un sentier d'interprétation qui va nous permettre de découvrir l'ensemble du site, et le site archéologique, et les espaces de reconstitution immersifs sur la préhistoire qui sont à côté. Et puis, voyons que cela fonctionnait très bien, que le public appréciait et pouvait comme ça véritablement comprendre ce qu'est la préhistoire et comprendre ce qu'est un site mégalithique. Eh bien, puisque ce site est encore en cours de recherche, on a choisi aussi de créer un espace de reconstitution dans lequel, cette fois, le visiteur est l'archéologue du site. Un petit peu pour comprendre quelles sont les recherches que nous menons, pourquoi, dans quel objectif et de quelle façon. Lors des fouilles, en fait, il a été révélé des traces qui nous ont permis de comprendre comment les hommes faisaient pour fabriquer un menhir. Et en fait, déjà, il faut commencer par aller extraire la pierre depuis son rocher naturel. Et en fait, il y a eu un essai d'extraction durant le néolithique qui s'est mal terminé, ce qui fait que la pierre est restée encore en place, en partie accolée à l'affleurement rocheux, ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre comment ils s'y prenaient en ayant recours à des coins en bois pour forcer, cisailler la pierre et en détacher un petit morceau. Et ensuite, eh bien, on a pu comprendre comment ils pouvaient la déplacer, car dans le sol, on a retrouvé des traces beaucoup plus foncées, ce qui veut dire quelque chose d'organique qui s'est décomposé,
ça a été interprété comme des rails. Et en fait, ces rails, elles étaient dans l'axe des pierres qui ont été dressées, dans l'axe de leurs fosses dans lesquelles elles allaient être calées. Et en fait, ces rails, on pense qu'elles permettaient de supporter des rondins sur lesquels était déposée la pierre et ensuite durant lequel l'ensemble bougeait. Et en fait, ça c'est intéressant cette idée des rails parce que ça va vraiment nous permettre de comprendre comment on peut déplacer des pierres vraiment sur le sol néolithique, c'est-à-dire un sol qui vient juste d'être défriché, un sol sur lequel on a coupé des arbres avec des haches en pierre polie, donc quelque chose qui n'est pas régulier. Et cette hypothèse de rail, elle a ensuite été testée. Et vous aussi, vous pouvez le tester, soit par des animations, ou bien vous pouvez venir le voir grandeur nature sur des espaces de reconstitution qui vont vous immerger dans ces gestes-là et qui nous permettent de voir à quel point cela limite les forces de frottement, donc facilite le déplacement de la pierre, pour ensuite pouvoir avancer. Bon, évidemment, il y a toujours une contrepartie puisqu'on va aussi pouvoir dérailler plus facilement. Donc ça veut dire qu'il faut véritablement un savoir-faire technique pour déplacer ces pierres, mais ce qui correspond vraiment à toute l'organisation de la société qui est nécessaire pour mener un chantier mégalithique. On voit bien qu'il va falloir des savoir-faire spécifiques qui certainement sont portés par des individus différents pour pouvoir mener à bien ce projet architectural. Une fois que la pierre a été apportée jusqu'à son emplacement, ensuite, il était creusé une fosse de calage et la pierre pouvait être ensuite dressée. Et pour être dressée, à Monteneuf, on est sur un endroit où l'épaisseur de sol est très faible, puisque très rapidement, on n'est plus sur un substrat en terre, mais on est sur de la roche. Donc, on ne peut pas creuser très profond pour dresser la pierre. Et en fait, lors des fouilles, il a été retrouvé à l'avant des fosses de calage, donc à l'avant des fosses dans lesquelles on enterrait les menhirs, des aires rondes, très très tassées, qui étaient renforcées par des pierres, que l'on a interprété comme des traces afin de porter un chevalet triangulaire qui permettait d'orienter la force de traction vers le haut et de pouvoir dresser les pierres sans avoir à la ficher au sol de façon très profonde. Donc tout ça, c'est ce qui fait que véritablement, aujourd'hui, on a un site où on va pouvoir comprendre le chantier mégalithique et en approcher ses techniques et du coup l'organisation de la société qui était nécessaire pour le porter. À partir de 2010, en fait, on a commencé à se poser des questions sur quelle était l'ampleur du site, quelle était l'organisation architecturale de ces pierres, pour essayer de comprendre quelle était la dynamique aussi de construction de site. Est-ce que tout a été construit d'un seul coup? Est-ce qu'on a commencé par un côté, par un autre? Est-ce qu'on a d'abord dressé des petites pierres, puis des grosses? Et donc pour ça, en fait, il nous fallait pouvoir vraiment comprendre le site sur une très grande surface. Et donc on a cherché un mode de recherche archéologique qui nous permette comme ça de traiter des très grandes surfaces, mais aussi de ne pas être destructeur. On est sur un site qui n'est pas en danger. Ce qui nous a amené à l'idée de prospection. Donc prospecter, ça veut dire que l'on va chercher dans le sol les vestiges qui sont encore visibles ou juste sous la partie de l'humus, la partie compostable. Et qu'ensuite on ne va pas atteindre le sous-sol archéologique que l'on va laisser en réserve archéologique pour les archéologues du futur. Pour réaliser comme ça ces recherches, cette prospection, en fait, on a commencé par chercher les pierres et pour ça, on a inventé une méthode un petit peu atypique puisqu'on vient sonder le sol avec des barres métalliques légères creuses, un peu comme des tubes, et on va pouvoir entendre l'écho, ce qui va nous permettre de détecter les pierres qui sont dans le sol. Une fois qu'on les a, on va légèrement les dégager. Et du coup, l'enjeu était de pouvoir lire ces pierres qui sont au sol. Quelles sont les traces qui ont été laissées par le temps, par les agents météo, la pluie, le vent, et qui vont nous permettre de savoir si ces pierres ont été dressées à un moment de leur histoire, parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si elles ont été des menhirs. Donc on a réfléchi avec d'autres archéologues et nous sommes arrivés à lire ces traces sur les pierres, notamment lorsqu'une pierre passe beaucoup de temps exposée à l'air libre. En fait, la pluie, à force de tomber sur elle, va venir la creuser, un petit peu comme les pas viennent petit à petit creuser les marches d'un château. Eh bien, c'est pareil sur une pierre qui est exposée à la pluie. Si cette cuvette qui a été creusée par la pluie est sur une des extrémités, eh bien, ça veut dire que cette pierre a été dressée. C'est comme ça. En lisant les traces sur toutes les pierres, donc au moment de la prospection, on a mis à jour à peu près 1000 pierres, mais c'est comme ça que l'on a pu voir que 500 d'entre elles étaient en fait des menhirs. Ce qui nous montre qu'aujourd'hui, le site il s'étend sur presque une quinzaine d'hectares, mais que l'on conserve quand même cette organisation d'est en ouest avec une préférence sur une organisation en fil de pierres dressées. On sait également que certainement ce site est un petit peu plus grand, mais il faudra continuer les recherches à l'avenir. L'idée pour la suite, ça va être d'essayer de comprendre un petit peu la chronologie de toutes ces pierres, si elles ont été dressées ou pas en même temps, pour voir si ça correspond à l'organisation et si c'est le fruit du travail de plusieurs sociétés. Et comment
comprendre que ce projet architectural soit resté stable à travers des millénaires.